C'est passé vite. Hein. J'avais ultra peur de venir ici. Je sais pas où j'en suis. Je sais pas si je performe ou pas. Sinon, au bout d'un moment, on va tourner en rond et on va partir. Là, je me suis un peu confrontée au monde du travail à Dubaï. Aussi, pour ma carrière, disons, je préfère me concentrer sur des choses qui me font aussi plaisir. J'arrive à Dubaï le lundi, le mardi, j'ai trouvé un travail. Comment on fait pour créer une société à Dubaï? On va faire long story short, comme on dit ici. Bienvenue dans ce nouveau podcast de Broker in Dubaï. Aujourd'hui, on accueille Nouria. Bonjour. Nouria, ça va? Ça va et toi? Ouais. Oui, merci de m'avoir invité pour ce podcast. On est sur le 3e podcast déjà. Broker in Dubaï, ça avance super vite. Aujourd'hui, ça change un peu parce qu'on parle à la fois d'immobilier, mais à la fois d'une chose qui est très importante, la création d'entreprise, que tu vas nous expliquer un petit peu après, qui est ton domaine principal depuis quelques années. Exactement. Pour faire un petit résumé, pour être sûr si je me suis pas trompé, tu me dis s'il y a des erreurs. Donc Nouria, donc tu as 31 ans, donc tu es à la tête de Clemenceau Group et Clemenceau Real Estate. C'est ça. Tu es originaire de la région parisienne et tu arrives à Dubaï donc il y a 8 ans en 2017. Tu étais dans l'import-export agroalimentaire pendant 3 ans avant d'ouvrir dans un premier temps en 2020 donc Clemenceau Group, une entreprise donc de création de société et de visa. Puis en 2023, tu as ouvert Clemenceau Real Estate. Aujourd'hui, donc on est en 2025, Clemenceau Group est reconnu par de nombreux Français dans leur process d'expatriation ici aux Émirats, tu vas nous en parler. Et pour finir, Nouria, tu es mon premier contact ici aux Émirats Arabes Unis, donc ça me fait encore plus plaisir de t'avoir ici en podcast. Explique-moi tout. Je veux tout savoir de toi, je veux tout savoir de la société, je veux tout savoir comment ça se passe. Ok, bon, on va faire long story short, comme on dit ici. Déjà, moi aussi, je suis super fière de faire ce podcast parce que j'ai été ton premier contact à Dubaï. Et c'est toujours super de voir quand on crée une société, que les personnes aussi puissent s'intégrer correctement, réussir dans différents domaines. Et j'étais super fière de voir ce que tu as pu réaliser ces derniers temps. Donc moi, je suis arrivée effectivement fin 2016, début 2017. J'avais jamais eu en tête avant ça de m'expatrier aux Émirats Arabes Unis, ni nulle part ailleurs. J'étais dans mon petit confort en France et ça se passait plutôt bien. J'avais pas toute cette négativité voilà, je me sentais bien tout simplement. J'ai fini mon master. J'ai fait un master en business administration. Et j'ai eu un job sur les Champs-Élysées, Lloyds Assurance, avenue de Washington, tout allait super. Et c'est juste que mon employeur m'a dit, écoute, je peux pas te faire de CDI parce qu'en fait, il y a le Brexit et on représentait un bureau londonien. D'accord. Donc il m'a dit, voilà, je suis désolée, je vais pas pouvoir continuer. Et là, je me suis un peu confrontée au monde du travail à Dubaï. Et ce que j'avais kiffé dans mon taf, c'était la partie internationale parce que du coup, on parlait en anglais toute la journée. Et voilà, j'aimais bien. Et il m'a dit, écoute, je peux te proposer d'aller à Malte ou aux Émirats Arabes Unis. J'ai des contacts là-bas, ça va pas être avec moi, mais ça va être via mon network. Et je me suis dit, Malte, je sais pas trop. Et les Émirats Arabes Unis, au début, ça a été un non catégorique. J'avais ultra peur de venir ici. Je me suis dit, mais j'ai 21 ans, est-ce que ça va le faire? Je connais personne. Et j'avais pas, à l'époque, les réseaux sociaux, ça existait, mais il n'y avait pas de vidéos, il n'y a pas de contenu. On allait sur Facebook ou Insta pour regarder ce que le voisin a fait pour son anniversaire, mais il n'y avait pas de contenu bien spécifique. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas? Et je suis arrivée, j'ai bossé 3 ans dans une boîte. Ça s'est pas forcément bien passé, je me suis fait licencier, mais à l'américaine. Hein. Tu arrives le matin, tu prends ton cajot et merci, au revoir. Et merci, au revoir. Après, c'est un peu comme ça encore maintenant d'ailleurs. Ouais, je pense que c'est comme ça. Et le salariat aux Émirats Arabes Unis, je me suis dit, c'est assez compliqué parce qu'en fait, quand tu bosses, on te fait ton visa. Et quand on te licencie, on te dit on annule ton visa, donc tu as 1 mois pour trouver un taf ou quitter le territoire. Et en fait, quand ça m'est arrivé, je me suis dit, mais je ne veux plus jamais de ma vie me retrouver dans cette situation où mon expatriation dépend d'un employeur ou d'une tierce personne. Et du coup, c'était un peu marrant. Bon, j'avais plutôt un bon salaire, mais en fait, on m'avait proposé un salaire plus commission. Parce que j'avais un rôle plutôt sales. J'étais entre l'équipe d'acheteurs et l'équipe de vendeurs pour faire ce qu'on appelle les forecasts, tu sais, dans l'agroalimentaire. Et on m'a dit, tu auras un salaire fixe et tu auras un salaire variable. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Non seulement il n'y a pas le variable, mais il n'y a même pas un chiffre pour me dire, voilà, tu as réalisé ça. Donc j'ai eu 2 frustrations. La frustration de je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas si je performe ou pas. Puis la deuxième frustration, c'était l'argent, bien évidemment. Et j'ai essayé de me faire entendre et ils m'ont dit, mais on râle pas ici, quoi. Si tu n'es pas contente... tu prends tes affaires et tu t'en vas. Tu prends tes affaires et tu t'en vas. Et je me rappelle, j'avais dit que je suis arrivée le matin, ils m'ont dit, t'as rendez-vous dans le bureau du directeur. Il me dit, t'es virée, donc tu vas recevoir ton solde de tout compte et tout, et puis ciao. Et moi, j'étais tellement prise de court, je me rappellerai toute ma vie,
lui dis est-ce que je peux garder l'ordinateur? Il me dit il y a des ordinateurs pleins à Carrefour, donc bouge. je lui dis le temps de trouver un boulot. Il me dit non, bouge. Et ça a été un peu traumatisant. Ouais. Mais ce qui est cool à Dubaï, c'est que tu es obligé de te remettre vite des choses parce que tu n'as pas le choix. Tu te dis, attends, là, il y a mon loyer, je dois payer 4 mois d'avance, j'ai ça. En fait, on n'a pas le temps de s'asseoir et de pleurer. Si on s'assoit et on pleure, on prend un billet d'avion, on rentre à la maison. C'est clair. Ouais. Donc, je me suis dit, écoute, réfléchis, regarde ce que tu veux faire. J'ai pris un peu de temps. Ouais. J'avais un peu d'économie, ça, c'est super important quand on arrive à Dubaï. Parce que, autant quand je suis arrivée, moi, j'avais 1000 balles sur mon compte. Ouais. Parce que je venais de finir mes études, j'avais eu un job pendant quelques temps et le temps d'organiser, prendre, machin. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'avais quand même un job, donc j'avais un salaire mensuel. Ouais. J'ai pu survivre le après licenciement. Et c'est là où je me suis dit, tiens, j'ai envie d'être à mon compte. Et là, néant total. Comment on fait pour créer une société à Dubaï? Comment on fait pour être à son compte? À qui on s'adresse? Ça coûte combien? Ouais. Et pourquoi il y a 20 000 informations? Et puis à l'époque, encore une fois, il n'y avait pas ChatGPT, Instagram, Armand qui nous fait des vidéos pour nous guider. Il n'y avait pas ça. Donc je me suis dépatouillée comme j'ai pu. Je me suis trompée une première fois. D'accord. Parce que j'avais fait confiance à une personne qui m'a dit qu'on allait te faire un statut freelance. En fait, je me suis rendu compte que j'ai été salariée d'une autre société et je ne savais pas du tout. Et de là, je me suis dit non, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Et moi, je n'ai pas fait de business plan. On va en faire une boîte et tout. Je me suis dit mais non, je veux prendre le dessus et aider les gens. J'avais ce truc un petit peu j'étais un petit peu révoltée en fait de voir qu'il n'y avait pas... de clarté en fait sur ces... Surtout avec l'expérience que tu avais eue toi déjà, tu t'es dit il y a un problème quelque part quoi. Ouais, je me suis dit c'est bizarre quand même, Dubaï on est bien ici. Ouais. Voilà, tu peux faire ton expérience professionnelle, tu peux avancer beaucoup plus vite qu'ailleurs je pense, tu peux te faire des super contacts, enfin tout ce qu'on entend sur les réseaux de positif c'est vrai. Ouais. Mais quand même, l'accès au visa est facile, dans le sens où tu achètes un appart, tu as un visa de 2 ou de 10 ans selon le montant. Tu crées une boîte, tu as un visa. Tu n'as pas besoin de déposer un capital sur la boîte. Mais en échange, cette facilité, elle marche aussi dans l'autre sens. Tu peux vite te faire annuler ton visa, etc. Et je me suis dit, je veux plus que ça m'arrive et je veux pas que ça arrive aux prochaines personnes. Ouais. Donc c'est né comme ça. J'ai commencé un peu toute seule. Et puis j'ai commencé à avoir besoin d'une team. Donc il y a Mohamed que tu connais, qui est tip-top. Il est tip-top. Et puis après, voilà, de fil en aiguille, aujourd'hui, on est une équipe de 6 sur la partie administrative. Et la boîte IMO, je ne l'ai pas faite seule. Je l'ai faite avec Nicolas. Et donc, c'était naturel parce qu'en fait, on avait de la demande de personnes qu'on accompagnait. Une fois que la confiance est créée, que le résultat est là, la personne, elle peut avoir son Emirate ID entre les mains. C'est bon, c'est fait, c'est OK. Elle en a eu pour son argent, etc. Naturellement, il revenait vers nous pour la partie IMO. Et je me suis dit, non, mais je ne peux pas me lancer dans cette aventure seule parce que ça va faire trop d'un coup. Je voulais éviter le burn-out qui est arrivé en face parce que la demande, elle était présente. Et du coup, je l'ai fait avec Nico en mode 50-50 pour que ce soit aussi géré par lui. Ouais, en fait, c'est ce qui te permet aujourd'hui d'être un petit peu un rond-point, on va dire. Parce que quand on arrive à Dubaï, on se pose chez Nouria, on fait ce qu'on a à faire sur les papiers et ainsi de suite. Et après, derrière, boum, on peut bifurquer. Parce qu'évidemment, dans le step logique, c'est on arrive, comme on a fait nous, on arrive, on crée notre société ou alors on se fait embaucher, on loue un appartement. Et puis après, quand on se rend compte que louer, c'est bien, mais il y a une grosse opportunité immobilière derrière, on se dit, tiens, allez, on va aller acheter. Et donc, forcément, oui. Donc, tu es un peu le rond-point, quoi. Exactement. J'essaie de compléter avec d'autres domaines, la comptabilité, parce que là, c'est devenu crucial. Depuis 2025, là, c'est absolument primordial d'être accompagné par un comptable. Et il y a des personnes qui créent des sociétés juste pour avoir le visa. Et ça, c'est une super mauvaise idée parce qu'avec toute l'administratif maintenant, je dis tout l'administratif, ça n'a rien à voir avec la France. C'est pas aussi lourd que la France, mais il faut quand même faire attention. Ouais, c'est pour ça que c'était intéressant aussi justement d'être ensemble aujourd'hui parce qu'effectivement, comme tu dis, aujourd'hui, quand tu arrives à Dubaï, on va pas se le cacher, il y a beaucoup de monde qui vient à Dubaï pour plusieurs raisons, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent à Dubaï et qui se disent soit je viens en tant que salarié, effectivement il se passe ce qui s'est passé toi sur ta première expérience, ça existe encore aujourd'hui, pas plus tard que la semaine dernière, on a des voisins qui ont eu ce même problème-là, quoi. Le gars il vient, on te fait travailler, puis au bout d'une semaine, non en fait tu travailles pas, donc tu retrouves une main devant, une main derrière, tu vois. Donc soit tu arrives en tant que salarié, soit tu arrives en tant que rien du tout et tu dois bien créer une société pour pouvoir être sur le territoire des Émirats Arabes Unis, parce qu'on est bien d'accord que même si à la différence de certains pays comme le Maghreb et tout ça, nous on n'a pas de visa payant quand on arrive aux Émirats, c'est ça? Nous on a un visa gratuit, donc on peut rentrer, on peut rester sur le territoire sur une période de 3 mois si je dis pas de bêtises. Et
au bout de 3 mois, on est considéré comme on n'a plus rien à faire ici, quoi. Sauf si, effectivement, on monte une société ou on investit dans l'immobilier. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, comme tu le disais, qui vont se jeter sur une société, qui vont pas faire de chiffre, qui vont rien faire, mais juste pour avoir, entre guillemets, une autorisation de visa sur le territoire. Donc c'est peut-être pas aussi compliqué qu'en France, comme tu le dis, mais on se rend compte que quand même petit à petit, les Émirats Arabes Unis commencent quand même à resserrer un peu certaines choses sur ce milieu-là, en tout cas, tu vois. Moi, je pense que les Émirats Arabes Unis, moi, je fais extrêmement confiance au gouvernement. C'est quand même assez plaisant de se dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il y a toujours une solution et ils prennent des décisions rapidement. Et j'ai jamais, dans le domaine, j'ai jamais vu une décision qui a été prise qui a été, on va dire, contre les entrepreneurs. Ou voilà, ça a été toujours pour mieux organiser la vie en communauté parce qu'on est de plus en plus sur le territoire. Et effectivement, j'ai pas eu cette discussion avec le gouvernement, mais je pense qu'ils savent aussi que la création de société, ça a été l'un des moyens les plus faciles pour avoir une boîte parce que quand tu arrives, t'as peut-être pas 170 000 euros à mettre dans un bien immobilier, ou si tu les as, t'as peut-être pas encore envie. Et il te reste quoi comme solution? Et on a vu des nouveaux visas qui ont vu le jour, par exemple le visa retraite, où là, les personnes qui voulaient rester sur le territoire en mode retraite, ils ont pu à se dire, tiens, je vais devoir créer une société. Et on voit qu'il y a aussi les statuts freelance. Donc petit à petit, je pense que ça va quand même aller dans le sens où ils vont élargir les possibilités selon les profils qu'on a. Mais toujours maintenant avec un contrôle. Bon, c'est pas aussi poussé que ce qu'on a connu en étant entrepreneur français. Oui. Mais on doit quand même tenir quand même une certaine comptabilité pour montrer quand même qu'il y a quand même des chiffres dans nos sociétés et c'est pas juste une société bidon mais qui est juste là pour simplement avoir un visa, quoi. C'est clair, mais il y a 2 ans, j'ai reçu des dizaines de messages d'un coup où en fait toutes les personnes qui avaient créé une mainland et qui avaient pris ce qu'on appelle un Ejari virtuel, c'est une adresse de domiciliation pour créer la mainland. Il y a eu des inspections qui ont été faites, et les inspections, si tu n'étais pas présent et qu'il n'y avait pas une plaque avec ton nom, etc., et en fait, ils radiaient la société sans crier gare. Et j'ai accompagné quelques clients donc à Al-Awir, on va dire l'immigration principale. Ouais. Et ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, mais en fait, si tu crées une boîte, la boîte, elle doit exister parce que si cette société n'existe pas, nous, on annule aussi le visa et la personne a 1 semaine pour quitter le territoire. Bien sûr, il a le droit de revenir, mais de se remettre à jour avec un autre type de visa. Donc ça a été l'un des premiers signes où, je me suis dit, non, là, la vie, elle se resserre et ça va continuer, mais pour le bien de tout le monde. Voilà. Ouais, exactement. Ma question première, évidemment, c'est pourquoi Clémenceau ? Pourquoi Clémenceau ? Au moment d'enregistrer la boîte, je me suis dit, je veux un nom très français, etc. Et j'ai tapé sur Google, encore une fois, à l'époque, je dis à l'époque, c'était pas non plus en 1980, mais on n'utilisait pas les intelligences artificielles, etc. Et donc j'ai regardé sur Google les rues autour des Champs-Élysées, là où j'avais bossé à Lloyds Assurance. Et il y avait boulevard Clémenceau, je crois qu'il y avait boulevard de Neuilly, etc. Et quand on crée une société, on doit donner 3 exemples de noms. Et du coup, j'ai filé les 3 noms et le premier a été accepté. Je me suis dit, cool, let's go pour Clémenceau. Au moins comme ça, c'est un nom bien français comme tu l'as dit. Est-ce qu'on a des chiffres sur Clémenceau, sur le nombre de personnes à peu près qui demandent un visa? Alors donne-moi pas annuel, si c'est plus simple pour toi, même mensuel ou n'importe, mais est-ce qu'on a des chiffres à peu près pour voir à peu près le nombre de personnes qui arrivent sur le territoire? Sur la création de société, c'est entre 30 et 40 créations mensuelles. D'accord. Après, nous, on est un tout petit poisson dans l'océan. Si tu veux comparer au nombre de personnes qui arrivent sur le territoire, on s'est rendu compte qu'on était vraiment un petit groupe. Après, on est 6 personnes, donc on peut pas faire un volume extraordinaire. Mais tout ça pour te dire que ce qu'on fait, c'est on répond même pas encore vraiment à la demande parce que la demande est croissante, d'autant plus ces dernières années où on a des différents profils. Avant, on avait des personnes qui voulaient juste créer une société, qui nous parlaient beaucoup de fiscalité, d'impôts. Là, on a des personnes qui viennent s'installer en famille, qui viennent créer du business. Parce qu'avant, il fallait voir les chiffres, il y avait 98% des clients qui n'étaient pas sur le territoire et qui prenaient le calendrier, qui comptaient les jours en disant « Ah tiens, je dois me pointer à 1 fois tous les 6 mois, sinon je vais me faire radier. » Ils venaient pointer 1 fois tous les 6 mois. Et moi, cette clientèle-là, c'était cool, mais en fait, j'arrivais pas vraiment à kiffer parce que tu veux faire des events, ils sont pas sur place, tu veux rajouter des services, etc. En fait, c'est pas cool. Et puis, tu joues un peu au jeu du chat à la souris avec eux. Et ça fait un moment qu'on a pu
n'a plus du tout cette clientèle-là. D'accord. On a vraiment des gens qui viennent créer de la croissance aux Émirats et on n'a plus des personnes qui viennent juste avoir un compte bancaire à Dubaï. En fait, là, en gros, sur les 5 dernières années, on est vraiment passé du gars qui cherche, entre guillemets, à passer entre les mailles du filet avec les impôts français, on va dire, parce que voilà, on est quand même français. C'est ça. Donc, de passer entre les mailles des impôts filets à aujourd'hui, venir directement, se poser, créer sa boîte là, venir en famille, ainsi de suite. On a vraiment réussi à avoir cette évolution, quoi. Voilà. Moi, je l'ai beaucoup ressenti. Après, je sais pas si c'est propre à moi parce que moi, je suis assez stricte. Ouais. Si j'ai un discours où je vois que le projet, c'est de jouer au chat et à la souris, encore une fois, moi, je prends pas parce que je ne veux pas jouer à ça. Et tout simplement, il y a tellement de personnes qui ont des projets super intéressants que, aussi pour ma carrière, disons, je préfère me concentrer sur des choses qui me font aussi plaisir. Mais j'ai vu la différence. Et puis, j'ai vu le nombre de Français qui se sont installés. Il y a des choses qui ne mentent pas. Essaye d'inscrire ton gosse à l'école. C'est impossible. C'est compliqué. Ouais. Tu veux avoir une place dans telle crèche. Bon, les crèches, encore ça va, mais les écoles, c'est un indicateur qui est très intéressant pour voir à quel point il y a eu un engouement pour les Émirats. Et franchement, je comprends. Moi, là, ça va être ma 10e année. Des fois, on a envie d'autre chose. C'est humain. On se dit, ouais, et tout. Tu regardes la carte du monde, tu te dis, mais en fait, je vais où? Mais c'est exactement ça, je te jure. Mais nous, des fois, on en parle souvent. On est à la maison, on se dit, tiens, où est-ce qu'on pourrait aller et tout. Mais en fait, on ne sait pas. Ouais. Parce que quand on était en France, on se disait, où est-ce qu'on va aller? On va aller à Dubaï. Ouais. Parce que c'est là-bas qu'on voulait aller. Aujourd'hui qu'on est à Dubaï, non, regarde pas. Et peut-être partir, tu sais, sur la côte ouest, parce que c'est le même esprit et c'est le même, tu vois, t'as les mêmes voitures, t'as les mêmes routes, t'as la même température. Mais en fait, non, on est bien ici. Pourquoi tu veux qu'on parte ailleurs? Franchement, on est super bien. Moi, j'ai eu un coup de cœur cet été quand même. Je suis partie en Suisse. Ouais. À Zurich chez mon grand frère et du coup je me suis dit ouais c'est quand même super sympa à voir. Après tu vas, j'ai dit à mon frère mais en fait on fait comment pour avoir un visa ici? Il m'a expliqué un truc, j'ai même pas retenu parce que je dis bon laisse tomber. Moi je sais qu'à Dubaï en fait je sais quand lui il est arrivé en Suisse, il avait trouvé un job etc. Puis après il a eu un licenciement économique et maintenant on a créé Clémenceau en Suisse et du coup son visa ou en tout cas son autorisation du territoire dépend de cette société là. Des fois, je regarde un peu aussi en Afrique. Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Moi, je regarde grave des documentaires. J'adore. Mais pareil, moi, j'ai besoin qu'il y ait ce truc entrepreneuriat tout le temps où tu dis, mais il y a tout à créer. Ouais. Et peut-être l'Afrique où il y a certaines choses où où les Émirats vont nous manquer. Je pense à la sécurité pour être quand même assez transparente. Donc, c'est vrai que Dubaï, ça reste pour moi the place to be. Ça coche trop de cases. Actuellement, oui. Maintenant, quand on voit l'évolution, on se dit, on a du mal à penser, tu sais, qu'on va aller au trou, tu vois ce que je veux dire? On s'est dit, mais l'évolution, elle va être que bien. Mais après, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, tu vois. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand tu vois l'évolution, et c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas voir, par exemple, avec d'autres Émirats, on en parlera tout à l'heure, mais par exemple, je te rejoins sur certains endroits et que toi, tu penses la même chose que moi, on n'a pas de recul. Alors que là, aujourd'hui, à Dubaï, on a un recul, on sait l'évolution, donc dans la logique des choses, notre avenir devrait être que mieux, quoi. Parce qu'effectivement, encore une fois, Dubaï met tout en place pour que nous, en tant qu'expatriés, on soit vraiment très très bien au niveau de l'installation. Alors, comme tu dis, au niveau des écoles françaises, c'est très très compliqué, on va pas se mentir. En ayant des enfants, je peux te le dire, tu vois. Si t'es pas inscrit 1 an et demi à l'avance, tu oublies. Mais je me dis que ça avance avec le temps, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ok, il y a beaucoup de Français qui viennent, mais il y a beaucoup de Français aussi qui mettent leurs enfants dans des écoles anglaises, ainsi de suite. Si demain, il y a beaucoup plus de demandes, de toute façon, ils vont ouvrir des écoles, tu vois. Tu prends sur la partie lycée, parce que c'est vrai que la partie primaire, aujourd'hui, on l'a aux Émirats Arabes Unis, mais toute la partie après, la partie secondaire, c'est un peu plus compliqué. Tu vois, souvent, les jeunes, ils sont un petit peu en difficulté, ils savent pas quoi faire, ils retournent en Europe, ainsi de suite. Là, par exemple, on a la chance, on a l'EM Normandie, qui est une grosse école de communication, mais on a le Schema aussi qui vient d'arriver, qui est arrivé là. Il y a la Sorbonne aussi à Abu Dhabi. Voilà, il y a la Sorbonne aussi à Abu Dhabi. Donc, tu vois, petit à petit, en fait, on commence quand même à avoir des choses parce que les Émirats Arabes Unis se rendent compte qu'on a besoin de ça. Et si on les a pas, forcément, au bout d'un moment, on va tourner en rond et on va partir, quoi. Et c'est pas du tout ce qui est prévu. En tout cas, c'est pas du tout ce qui est prévu par le CHIR, quoi. Moi, je te rejoins sur le fait que on sait pas de quoi demain est fait, mais on est quand même dans une croissance exponentielle. Il y a vraiment ce sentiment à Dubaï. C'est difficile à transmettre avec des mots, mais quand il y a un problème, il y a une solution. Quand il y a un besoin, on y répond tout de suite. Il y a toujours quelqu'un qui a pensé avant toi à faire tel produit, tel projet, telle application pour le confort. Ça, je suis d'accord qu'on est dans un cocon. Par contre, il y a une chose aussi que je souligne, c'est que la croissance, la route vers l'excellence
que les Émirats veulent avoir dans tous les domaines. Et je pourrais même t'en parler, tu sais, je me suis fait hospitaliser il y a 2 semaines et je me suis prise une claque, mais ultra positive avec le healthcare ici à Dubaï. Mais cette route vers l'excellence, je pense que ça va aussi trier beaucoup les expats et que ça va être très difficile de tenir sur tous les points à Dubaï. Si tu veux un business ici aux Émirats et que ta source économique est créée aux Émirats Arabes Unis, je pense qu'à un moment, ça va être vraiment que pour l'élite. On va garder que les meilleurs dans leur domaine. De toute façon, tu t'en rends compte direct. Moi, quand je suis arrivé dans les Émirats Arabes Unis, tu le sais, mais j'étais pas du tout dans mon secteur où j'étais en France. Parce que donc, en France, j'étais dans la restauration pendant presque 25 ans. Quand je suis arrivé aux Émirats Arabes Unis, je suis arrivé avec un gros bagage quand même. Parce que j'arrive avec des titres monde, tu vois, une très, très grosse reconnaissance dans mon milieu. Je me suis dit, ouais, je vais trouver du travail direct, ça va être trop fort, tu vois. J'arrive à Dubaï, pour moi, j'arrive à Dubaï le lundi, le mardi, j'ai trouvé un travail. Alors, j'ai fait la même, entre guillemets, j'ai fait la même chose que tout le monde. J'ai créé une société avec toi pour pouvoir avoir, entre guillemets, mon visa, parce qu'en parallèle, j'avais ma société en France. Et je me suis dit, je vais trouver du travail direct. Et je me suis dit, le plus dur, ça va être pour ma femme, tu vois. Elle va galérer à trouver du travail. Ma femme, elle a trouvé du travail avant d'arriver. Moi, quand je suis arrivé à Dubaï, je suis venu pour faire un entretien d'embauche. À l'aéroport, on m'a dit, en fait, non, du coup, il n'y a plus d'entretien d'embauche. Donc, j'ai eu la même chose, entre guillemets, que toi, sauf que toi, tu as commencé à travailler. Mais je suis arrivé en mode, ok, bon, maintenant, je fais quoi? Je me suis dit, c'est bon, c'est pas grave, j'ai un gros bagage, je vais trouver direct un travail. Je suis allé voir un premier restaurant, deuxième restaurant, troisième restaurant, et les mecs, ils m'ont dit direct, mais on peut pas t'embaucher. Parce qu'avec ce qu'on va te payer pour un salaire, je peux prendre 5 personnes qui vont travailler autant que toi. Et là, je me suis dit, ouais, là, on est vraiment dans une galère, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, et je te rejoins, je me suis dit, si t'arrives pas à rebondir, t'es foutu, tu rentres à la maison. C'est clair. Dubaï, c'est une ville d'entrepreneurs, pas juste dans les faits où tu dois venir et créer une boîte. Non, il faut que tu sois ultra résilient, il faut que tu aies le mindset d'accepter de te manger des portes qui se ferment, des claques, des coups durs. Et il y a une instabilité qui est constante dans plein de domaines. Et le domaine du salariat, le monde de l'emploi, c'est vrai que voilà, on peut être arrivé à Dubaï hier ou être là depuis 10 ans, on a tous une histoire à raconter. Soit on s'est fait virer, soit on a un pote qui a tout perdu du jour au lendemain. Et ça existe. Pour moi, quand tu viens bosser à Dubaï et que tu veux être salarié en tant qu'Européen, il faut que tu aies soit un talent de fou, une qualification ou quelque chose qui fait que vraiment ton poste est difficilement remplaçable, ou tu vas vraiment avoir une forte concurrence. Moi, je me rappelle, je gérais une partie dans ma boîte, c'était que les produits destinés à la pâtisserie dans l'import-export, et puis on avait chacun une catégorie, et ma collègue qui s'occupait du poisson, du coup, n'avait pas besoin de parler français, parce que moi, je m'adressais à des chefs de cuisine français, la pâtisserie, Paris, la France et le berceau, etc. Et je sais que son salaire, c'était divisé par 4. Et il me le disait en entretien, on avait un entretien trimestriel, il me disait, ouais, mais en fait, ta copine, là, à côté de toi, voilà ce qu'elle prend. Ouais, exactement. Et en fait, tu vivais comme ça, et moi, quand j'arrivais au travail, j'étais jamais la première à arriver, et j'étais jamais la dernière partie, mais je pouvais pas suivre. Je me dis, mais dans ces cas-là, je fais quoi? J'ai pas de vie. Donc le salariat à Dubaï, il faut quand même être préparé à une intensité très forte. Et ce côté un peu chill de Dubaï, je pense qu'on peut pas le vivre en tant que salarié, sauf dans certains domaines, encore une fois. Mais ça se compte sur les doigts d'une main de ces opportunités-là. En fait, moi, si tu veux, c'était plus dans la facilité, tu vois. J'étais entrepreneur, je me suis dit, je vais arriver à Dubaï. Pour moi, la simplicité, c'est de me faire embaucher, de toucher un salaire, de faire ma vie à Dubaï. Et après, avec le temps, de voir un peu comment ça va évoluer. Mais effectivement, moi, j'ai pris une grosse tarte dans la tête direct et je me suis dit, wow, mais comment ça va se passer, tu vois. Pendant que ma femme, elle travaillait, moi, je me disais, mais je fais quoi ici? Non, c'est dur. Mais j'arrive pas. Tu vois, j'ai pas de travail, j'ai rien. Alors, moi, je suis comme toi, tu vois, on a touché 2 points. Toi, tes points, c'est le visa, l'immobilier. Moi, je touchais 2 points. Aujourd'hui, quand tu demandes à un Français, il fait quoi aux Émirats Arabes Unis, il te dit soit je travaille dans l'immobilier, soit je travaille dans la communication. Du coup, pas de chance, j'ai les 2 sociétés. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis à la fois dans la communication, à la fois dans l'immobilier, et c'est l'endroit où il y a le plus de demandes. Donc, je me suis dit, mais comment on va faire? Enfin, tu vois, il va se passer quoi par la suite, quoi? Et si tu rebondis pas tout de suite et que tu te dis pas, allez, on sort les doigts et on fonce, il t'arrive rien. Effectivement, tu peux très très vite tomber dans les fins fonds et tout perdre. En fait, à Dubaï, tu peux rencontrer énormément de choses plutôt négatives pour le commun des mortels, mais il faut que tu arrives à te dire non, c'est du positif. Non, j'ai pas eu mon poste de pizzaiolo, etc. Mais quelque chose de mieux m'attend. Et moi, les Émirats m'ont rendu très philosophe parce que tu as tellement d'embûches comme ça. Tu es obligé de voir du positif. Non, c'était mon chemin, c'était pour ça. Je dois sortir de cette expérience
telle leçon et continuer. Et en fait, aujourd'hui, je vois que ça a super bien évolué. Et avant, j'étais une personne plutôt stressée. J'avais peur de l'avenir. Je me disais comment ça va se passer. Puis aujourd'hui, quand je vois des problèmes, ce qu'on peut appeler des problèmes, tu dis bon, ok, on se calme, ça on le gère comme ça on fait ça on fait ci. Et c'est Dubaï qui t'apprend ça. T'arrives à un moment où t'as pas le choix. Et en plus, t'as un cadre ici où t'as même plus envie de t'énerver. Les gens dans la rue ne crient pas. On peut pas aller dans une administration et faire un scandale. On a un cadre. Et ce cadre-là, il est ultra positif pour toi aussi, pour ton évolution personnelle. Moi, je me suis dit, quand je vois des vidéos maintenant, c'est à la mode là, sur les réseaux sociaux, développement personnel, mindset et tout, je me dis, venez à Dubaï. Sans votre téléphone, sans ChatGPT, vous allez voir ça va vite venir, le mindset. Ouais, exactement. C'est ça. Donc pour ça, j'ai eu des galères. J'en ai même eu beaucoup. Mais je remercie la vie de m'avoir mis ça sur mon chemin parce que je vois l'avenir de manière plus claire. Et c'est contradictoire parce que je me prends plus la tête. Je me dis, on verra ce qui va se passer. Et je sais que ça va bien se passer parce qu'on est à Dubaï. Le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, encore une fois, on rebondit. Je sais que dans mon esprit, je suis pas là à lancer des pics. Mais je suis tombé sur une vidéo l'autre jour d'un gars qui dit sur un podcast, tu peux être pizzaiolo le lendemain, mais tu peux pas être agent immobilier le jour d'après. Et en gros, c'est pas parce que tu fais un métier depuis 15 ans que tu es forcément bon dans ton métier, tu vois ce que je veux te dire. Moi, je connais des mecs qui font la cuisine depuis 40 ans, mais leur bouffe elle est toujours aussi dégueulasse, tu vois. Effectivement, tu peux être pizzaiolo le lundi et agent immobilier mardi si tu as une bonne connaissance et si tu apprends derrière ce qui se passe. D'où l'intérêt de savoir rebondir et d'avoir un bon mindset quand tu es aux Émirats Arabes Unis, effectivement. Exactement. Après, le domaine de l'immobilier, c'est vrai que c'est perçu par certaines personnes qui n'habitent pas à Dubaï ou même certaines personnes qui habitent à Dubaï comme la roue de secours. Ça m'a fait rire aussi la dernière fois. Il y avait une nana qui travaille chez Emirates qui avait fait une vidéo sur TikTok en disant je quitte Emirates parce que j'ai une meilleure opportunité. Et j'ai pas fini la vidéo. Je suis partie dans les commentaires et il y a un mec qui a dit laisse-moi deviner, tu vas faire de l'IMO. Et franchement, ça m'a fait rire. Et j'ai pas regardé la fin de la vidéo, donc suspense pour savoir ce qu'elle va faire. Mais je pense que je me suis dit la même chose. En fait, l'immobilier à Dubaï, si tu veux, pour moi, il y a deux type d'agents immobiliers. La plupart des projets qui sont vendus, en tout cas pour la communauté française, c'est du off-plan. Donc c'est des biens qui sont sur plan. Pour ça, je pense qu'il faut avoir des qualités qui sont des qualités bien sûr commerciales, se former soi-même, donc aller chez les promoteurs, se renseigner et pouvoir transmettre la formation à un potentiel client et devenir un peu ses yeux et faire comme si c'était pouvoir devenir le représentant du client. Et il y a aussi des agents immobiliers qui vont faire les choses un peu plus profondément pour faire tout ce qui est la partie flipping, la gestion de patrimoine, etc. Mais la première catégorie, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui essayent. Après, ça ne veut pas dire que ces personnes-là vont mal faire, ça ne veut pas dire qu'elles vont rester aussi. Mais le domaine de l'immobilier, ça reste très intéressant à Dubaï parce que c'est l'un des domaines les plus demandés, c'est en plein boom, donc il y a du boulot. Et quand tu vas chez les promoteurs immobiliers, moi je suis partie chez Intiaz la dernière fois, moi je deal avec Shakir et Laïla, je dis mais il y a plein de nouvelles têtes. Il me dit mais c'est pas fini. Dans le monde immobilier, et c'est ça qui est ouf, tu vois, mais c'est ce que je disais l'autre jour. Alors ok, il y a un énorme turnover en tant qu'agent, en tant que broker, on est d'accord. Je te rejoins sur la partie où effectivement il y a du travail en amont de ouf. Tu vois, moi avant qu'on commence à avoir ma tête de partout chez les développeurs, j'ai travaillé pendant un an et tu le sais, je travaillais caché, où j'allais en discret chez les développeurs en mode je suis pas broker, je veux juste me renseigner. J'ai appris tous les quartiers, j'ai appris tous les prix au square feet, je connais tous les projets, tous les quartiers, tous les secteurs. Et encore aujourd'hui, je me fais des heures complètes avec l'ordinateur pour aller voir des quartiers comme Meydan, comme ça, vraiment pour connaître tout de A à Z, pour pouvoir amener mon client justement quand il va me contacter et pour pas me retrouver une main devant, une main derrière quand il pose une question. Mais chez les sales, chez les développeurs, le turnover, il est incroyable. Quand tu vas avoir un sales, tu lui poses la question, tu es là depuis combien de temps? C'est rare que tu entends, ça fait un an. En général, tu entends, ça fait 3 mois, ça fait 6 mois, ça fait moins d'un an. Mais tu n'entends jamais le gars qui va te dire, ça fait 3 ans, je travaille pour ce développeur. Tu vois, et comme tu le dis, moi aussi, je travaille avec Shakir, on fait une petite dédicace. Il a un sales qui était avec lui, qui est arrivé avant l'été et qui est déjà reparti. Tu vois. En fait, Shakir, lui, il me disait, moi le point que je voulais souligner, c'est que ça recrute, quoi. Ils ont énormément de monde. Il m'a dit, mais là, à vitesse grand V, on est en train de recruter parce qu'il y a plein de projets, on a besoin. Donc, c'est pour dire vraiment le domaine de l'immobilier, il y a un besoin en personnel constant. Et c'est vrai que... Il y a aussi une certaine pression finalement, parce que quand tu vois du turnover comme ça veut dire que soit le mec il vient, il commence son boulot de sales, s'il a jamais fait ça, au final ça lui plaît pas, donc il s'en va. Soit il y a quand même une grosse pression, comme il nous disait Diego la dernière fois, mais dans son bureau chez Object One, il y a le nom de tous les jours des gars qui font les meilleurs chiffres. Tu dois respecter des engagements, tu dois respecter les chiffres, et si tu
les fais pas, tu sautes aussi. Donc il y a quand même une énorme pression, plus qu'on a nous sur les épaules en tant que broker, quoi. Non, c'est sûr. Et moi, il y a une chose, alors bon, je le dis quand même, mais moi je trouve que les sales ou la team que tu rencontres chez les promoteurs immobiliers, ça en dit tellement long sur leur projet, leur qualité. Moi, chez Ellington, la personne avec qui je travaille, qui s'appelle Sarah, elle est là depuis plus de 6 ans. Ouais. Quand je vais à Imtiaz, je parle avec Shakir, il est dans l'immobilier depuis des années aussi. Et en fait, il y a certains promoteurs, c'est vrai, où il y a beaucoup de turnover, je le vois, parce que sans y aller, en fait, on m'appelle, oui, bonjour, c'est un tel de... Encore une nouvelle personne. Ouais. Mais par contre, il y a des promoteurs où on sent que c'est tellement professionnel qu'ils ont cette appétence, cette capacité à prendre soin de leurs ressources humaines, à bien les choisir et à bien les former. Et ça, c'est un indicateur de fou. Tu vas chez Ellington, tu te prends une leçon d'immobilier à chaque fois que tu parles avec l'un de leurs sales. Ils sont excellents. Quand je suis partie chez Shoba, également, j'étais avec Mehdi, qui a fait la passation avec Boran. Et pareil, la première fois que j'ai parlé avec eux, je me suis dit, mais ils ont une formation de fou. Je sais pas si c'est Shoba qui les forme comme ça ou s'ils se forment eux-mêmes parce qu'ils sont... Mais en tout cas, ils sont bien choisis. Donc, il y a certains promoteurs où, franchement, tu mets les pieds, tu discutes avec des personnes, tu dis, franchement, je suis bien entourée. Et c'est ça aussi, le bon côté de l'immobilier, c'est que même si tu viens de commencer, je parle pas de toi particulièrement, mais je parle d'une personne qui vient de commencer, qui en veut, qui va se renseigner, il y a toujours le backup avec le promoteur immobilier. Quand tu le choisis bien, tu sais qu'après, ton client, il a pas de risque à prendre parce que le conseil va être complété par la bonne personne. C'est exactement ce que je dis et ce que je dis très régulièrement dans mes stories. Tu vas chez un développeur en tant que broker, si t'as pas le feeling avec ton développeur, tu vas pas vendre. Non, mais c'est clair. Enfin, tu vas voir un développeur, le dev, alors attention, encore une fois, moi je suis nouveau entre guillemets aussi, donc quand un sales me dit ça fait 3 mois que je suis dans le métier, je l'écoute, parce que tu peux très bien être formé, même ça fait 3 mois, encore une fois, un mec ça fait 10 ans, il peut très bien s'en taper de tout et avoir aucune connaissance, donc tu l'écoutes. Mais il y a des sales où derrière il n'y a pas de suivi, tu vois. C'est-à-dire qu'ils vont t'expliquer le projet, ils vont t'expliquer si. Derrière, tu reçois rien par WhatsApp, tu es obligé de courir pour avoir des tarifs, t'es jamais mis au courant de rien, de tout, de ci, de ça. Quand tu arrives, le gars il sait que tu es un nouveau broker ou que tu es une petite agence, parce qu'on est quand même presque 60 000 agents immobiliers aux Émirats Arabes Unis, donc on n'est pas tous des grandes agences de ouf. Tu arrives, il te next direct. Même pas, tu vois, il essaye même pas de rentrer en contact en disant bon attends, j'essaie de lui faire quelque chose et tout, tu vois. Et moi j'ai eu le cas justement avec des promoteurs connus dont tu as cité le nom, où aujourd'hui je propose pas mes clients. Pourtant c'est des projets qui peuvent être très intéressants sur des secteurs comme Maidan Horizon, des choses comme ça. Je propose pas mes clients parce que quand je suis arrivé, il y a pas de feeling avec le mec, tu vois. Il y a pas de feeling avec le sales. Mais le sales, tu lui parles, il regarde à droite, à gauche, il prend son téléphone. Ah, attends, excuse-moi, il y a un client qui arrive. Il dit, je suis qui moi tu vois, mais je suis venu t'amener le café ou comment ça se passe, tu vois. Donc, mais ça fait du bien aussi parce que ça nous permet nous, en tant que broker ou autre, que voilà, ok, aujourd'hui tu me considères comme ça, mais dans 6 mois, c'est toi qui m'appelleras tous les jours pour me dire Armand comment on fait. Tu vois ce que je veux dire, parce que c'est vraiment compliqué, que ce soit autant broker ou sales, c'est vraiment quand même assez difficile de prendre la confiance, tu vois. En fait, c'est un domaine où tu peux pas te passer de l'humain, tu peux rien automatiser. Tu dois beaucoup parler avec les clients, tu dois beaucoup parler avec les promoteurs, tu dois beaucoup parler avec ton équipe, tu dois beaucoup parler aux admins. Donc c'est vrai que le contact humain, il est primordial. Moi, grâce à Dieu, j'ai toujours eu un très bon contact avec les promoteurs immobiliers. Et quand je voyais qu'il y a quelque chose qui allait pas, en fait, avec Nico, on s'est dit, en fait, on met pas trop de sentiments dans ça. Si la personne qu'on a, elle fait pas l'affaire dans le sens où ça défend pas les intérêts de nos clients, en fait, on switch. Et si ça fonctionne pas, on va sur un autre projet. Après, il y a des incontournables à Dubaï. Pour moi, Ellington, Shoba, Emar, on a vraiment mis un point d'honneur à vraiment créer une bonne relation avec eux parce que pour moi, c'est les trois. On est dans le top 3. On est dans le top 3. Après, c'est vrai qu'aussi, on va avoir Nahil, Meras, etc. Mais quand on est avec la clientèle française, aujourd'hui, le must-have, c'est quand même du Ellington, du Shoba. On sait que c'est des produits qui vont traverser les tempêtes. On sait que c'est des produits, dans tous les sens du terme, qui vont traverser les crises. Quand il y a eu les inondations, il y a 1 an et demi maintenant, ça passe trop vite le temps à Dubaï. En fait, on a vu qu'il était... Enfin, tu n'entends jamais un incident. Donc, moi, avec le temps et avec la connaissance de cette difficulté administrative derrière, parce que les clients ne le voient pas, mais c'est une bataille quotidienne. Moi, j'ai une équipe qui, tous les jours, court derrière des papiers, des éléments, des indications, etc. On ne peut pas prendre le risque de partir avec quelque chose de bancal. Donc, l'immobilier à Dubaï, pour bien choisir pour moi son
son accompagnement, il faut une personne qui soit présente. Et des problèmes, il y en aura. Ah oui, il y en a toujours. Oui, mais c'est la capacité à régler les problèmes qui fait la différence. Ouais, c'est ça. Et la capacité aussi à les anticiper en disant, bon là, c'est pas trop ça, on va là. Donc c'est cette capacité-là à les anticiper et à les régler qui fait la différence aujourd'hui. Pour revenir sur Clémenceau, donc on parle de visa, on parle d'immobilier, là on vient de faire une grosse bulle immobilière. Comment tu gères justement cette concurrence avec les autres agences? Parce que, encore une fois, des agences immobilières, il y en a partout, et des agences de visa, aujourd'hui, il y en a, ça pullule de partout, quoi. Je vais dire un truc un petit peu peut-être hautain, alors que ça l'est pas du tout, mais je le pense vraiment, je me sens en concurrence avec personne. Je sais qu'il y a beaucoup d'agences de création de sociétés, et je pense encore une fois que l'humain, c'est tellement important que la personne qui va créer sa société, elle doit se sentir à l'aise avec son agence et son agent. Et moi, je dis voilà, je suis là, je vous propose de la facilité. Avec mon équipe, on vous propose de la facilité. Voilà qui on est, voilà qui on travaille. J'accepte que ça convienne pas à tout le monde. J'accepte qu'il y a des personnes qui sont moins chères que moi. J'accepte qu'il y a des personnes qui vont avoir un meilleur contact avec telle personne et telle personne. Et nous aussi, on est dans une dynamique où des fois, quand il y a un client au premier abord qui, je veux pas dire qu'il nous plaît pas, mais voilà, le contact ne passe pas, on n'a aucun mal à dire, en fait, on va arrêter là. Il y a plein d'agences, vous allez être accompagnés. Donc, on est tellement dans cette dynamique que je le vis pas. Je sais qu'il y a beaucoup d'agences, mais je fais pas de, comment ils appellent ça, benchmark ou études de marché. Ouais, c'est ça, ouais. Toi, tu penses. Après, tu sais, nous, quand on a voulu créer la société, on a fait comme tout le monde. Comme on était entrepreneur, forcément, on s'est déjà renseigné de notre côté. Après, on s'est rendu compte que si tu n'avais pas un pied aux Émirats Arabes Unis, c'était très vite, très, très, très difficile de créer ta société seule. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui essayent de créer seules leur visa, leur société, et qui se retrouvent en galère et qui se disent comment on fait, tu vois. Mais en fait, on a eu quand même énormément de contacts. Et comme tu le dis, ça a été avec le feeling direct. Bon, on a des gars, on attend encore qu'ils nous envoient leur devis, tu vois. Mais sinon, ça a vraiment été avec le feeling, effectivement. Justement, depuis que tu as créé Clémenceau Group dans la partie visa, est-ce que tu as fait une très grosse bêtise qui a pesé après sur un de tes clients? Non. Il y a des erreurs. Encore une fois, c'est de l'humain. On ne peut pas le faire via ordinateur. Donc, ce qui est cool avec la création de société, c'est que toute erreur est facilement rectifiable. En fait, il y a une grande phrase qu'on dit en interne, si ça se règle avec de l'argent, alors c'est pas vraiment un problème. Mais récemment, j'ai une de mes employés, une de mes collaboratrices, qui a fait je sais pas si c'est de sa faute ou... En fait, elle a 2 passeports. Moi, quand je l'ai embauchée, elle avait le passeport marocain. D'accord. Donc, elle a eu son Emirate ID avec le passeport marocain. Et pendant son emploi chez moi, elle a été naturalisée française. Donc, elle est partie en France, cérémonie avec Macron, elle a eu son visa, son passeport. Donc, ils lui ont récupéré sa carte de séjour. Elle revient à Dubaï avec son passeport marocain, son passeport français dans le sac. Et après, elle veut repartir en France voir ses parents. Et en arrivant à l'aéroport, moi, j'étais pas là. J'étais en vacances, c'était au mois de juillet. La guichetière de, je sais pas si c'était Emirate ou une autre compagnie, lui a dit, si tu vas en France, montre-moi un visa. Elle dit, j'ai pas de visa, je suis française. Si t'es française, tu passes avec ton passeport. Du coup, elle est sortie avec son passeport qui n'était jamais aux entrées et elle est rentrée avec un passeport qui est jamais sorti. Et quand elle a voulu revenir, ils l'ont resté bloqué 48 heures au duty free de l'aéroport. Ensuite, ils l'ont déporté, ils l'ont dit qu'il fallait partir. Et du coup, pendant 20 jours, on a dû, j'ai jamais entendu autant de non de toute ma carrière parce que je disais, mais non, elle rentrera plus jamais. Ah non, mais non, c'est fini. Il y a des choses comme ça où des fois, t'appuies sur un bouton, tu sais pas trop, et puis ça te fait un blocage administratif. Mais sinon, les erreurs qui ont été faites, que ce soit par moi ou par l'équipe, des fois, une erreur sur le nom de la société. Une fois, j'ai un de mes assistants qui a oublié un client. Enfin, le client, il devait venir et du coup, on avait perdu les 10 jours de préparation. Et le pauvre, il est arrivé pendant les intempéries, donc ça n'a pas été fait. Mais bon, après, on a pris les devants, on a compensé l'erreur. Et puis, encore une fois, grâce à Dieu, ça arrive rarement. Est-ce que ça a été la plus grosse galère avec tes clients ou tu as vraiment une très très grosse galère avec ton client qui te rappellera vraiment toute ta vie où tu as bataillé? Franchement, ça, l'histoire des passeports, j'ai vraiment galéré. Après, il y a quelques années, je me souviens qu'il y a un client, j'avais réussi à lui ouvrir son compte bancaire et je lui ai dit, ton compte bancaire est ouvert, il faut que tu viennes à Dubaï récupérer ton kit et signer pour que ce soit actif. Et il m'a dit, non, tu m'as dit que le compte bancaire pouvait être ouvert sans moi. Et je lui ai dit, oui, le compte bancaire est ouvert, mais je ne peux pas récupérer ton kit. Il me dit, mais tu m'as jamais dit ça, donc tu te débrouilles. Et à l'époque, j'étais inexpérimentée. C'est de l'inexpérience
expérience aussi parce que maintenant, si je sais qu'en face, il y a un mur, en fait, on n'y va pas, on coupe court. Avant, j'essayais quand même. Je croyais au Père Noël. Et donc, je dis, peut-être que je peux faire une procuration. Et puis, le client, il m'harcelait. Et je me rappelle, une fois, j'avais fondu en larmes et je m'étais à moitié évanouie comme ça avec mon ancienne assistante parce que c'était un harcèlement. Et le client me disait, non, tu m'as dit que c'était ouvert sans moi, donc je ne reviendrai pas. En fait, c'était une personne qui avait la phobie de l'avion. D'accord. Donc, il avait fait un effort, mais pas deux. Et du coup, son compte bancaire a été refermé entre-temps. Et puis, tout son projet a été tombé à l'eau. Et il m'avait mis ça sur le dos en mode, tu me rembourses ma société, etc. Donc, c'était la première fois que j'avais eu un litige avec un client. Un litige comme ça, quoi. Ouais. Alors, on va dire que grâce à une personne aujourd'hui, tu es quand même très, très, très bien épaulé. Oui. Avec Mohamed, c'est oui, ça? C'est ça. Parle-nous un peu de lui. On va faire une petite dédicace, même si le pauvre, il comprend pas trop le français. Mais voilà. On lui traduira. Qui est Mohamed? Mohamed, c'est mon bras droit. J'aime pas ce discours de boîte. Oui, c'est un membre de ma famille, mais vraiment, j'ai tellement de respect pour lui. On a une relation tellement saine et respectueuse qu'on a réussi à faire du très bon boulot ensemble. D'ailleurs, là, on a embauché son fils, Jaffer, qui a 20 ans. Qui a la même tête que lui, d'ailleurs. Qui a la même tête que lui. Donc là, voilà, c'est père et fils. Mohamed, je l'ai rencontré parce qu'il travaillait dans un centre médical pour les prises de sang, etc., pour les visas. Et en fait, j'avais tout de suite collé avec lui. Je trouvais qu'il avait grave du charisme dans sa voix. Je me dis, mais ça, c'est cool pour les clients. Et en fait, on avait bossé 2 mois ensemble et je l'ai licencié. Je lui ai dit, Mohamed, je suis désolée, j'ai pas de boulot, en fait. J'ai 2 clients qui se battent en duel par mois. Et le fait d'avoir un salarié, en fait, ça me stresse trop parce que je peux pas assumer. Et il m'a dit, tu sais quoi, laisse tomber, j'ai pas eu de chance aux Émirats parce qu'il faut savoir qu'il est arrivé il y a 20 ans. Il a travaillé pour Nahil à la base, la construction d'Apam Jumeirah, donc l'administration, etc. Donc voilà, il a fait la plupart de sa vie ici, en fait. Il m'a dit, écoute, ça galère, c'est oui, c'est non avec les employeurs et tout. Il m'a dit, bon, on part de manière respectueuse, je rentre au pays, je rentre en Inde. Et quand il est rentré en Inde, des fois, je lui écrivais des messages parce qu'il était très fort pour ouvrir les comptes bancaires. D'accord. Je disais, tiens, Mohamed, ça te dit, des fois, je commence à avoir quelques clients, je t'envoie. Et puis, ça marchait pas trop parce qu'en fait, il avait pas de connexion Internet. Et il m'a dit, madame, c'est compliqué, la connexion Internet. Et il m'a dit, il y a une situation qui est pas très bonne pour les musulmans en Inde. Il m'a dit, voilà, j'essaie de travailler, mais pareil, c'est des petits boulots. Et quand ça a commencé à bien prendre, que j'ai compris un petit peu le marketing, etc., j'ai dit, écoute, Mohamed, je pense que c'est bon, je pense que tu peux revenir. Là, je pense que je reviendrai pas sur ma parole. Okay. Il m'a dit, je veux même pas négocier le salaire, on fait comme tu veux. Tu me dis juste à quelle heure est mon avion et j'arrive. D'accord. Et donc il est arrivé et il est arrivé, il avait laissé sa femme et ses 8 enfants au pays. D'accord. Et ses parents. Il faisait des allers-retours, ça va à l'Inde, c'est à 3 heures. Et petit à petit, il a pu faire venir un enfant, 2 enfants, d'accord. 3 enfants, sa maman et tout. Et là, il a toute sa famille à Dubaï. Ils sont tous là grâce Ils sont tous là. Parce que moi, au début, je lui ai dit, c'est quoi tes prétentions salariales? Il m'a dit 2000 dirhams par mois, 500 €. Ouais. Je lui ai dit, mais je vais pas te payer 500 €, c'est moi qui va pas dormir la nuit. Ouais. Je peux pas te faire ça. Je lui ai dit, écoute, non, je te paye pas 500 €, je te donne un salaire fixe, un salaire variable. Au début, on faisait 4-5 sociétés. Aujourd'hui, comme je disais, on a 30-40 et il a une commission par société. Donc il a dit, c'est bon, j'ai la confiance pour savoir que ça peut marcher. Et donc il a fait venir toute sa famille et ça, c'est une très grande fierté pour moi parce qu'on a réussi quelque chose ensemble. Et voilà, il fait partie des fondations et on est très soudés parce qu'il m'a beaucoup apporté. D'accord. Il a beaucoup travaillé pour Clémenceau, il a été présent et à l'inverse, moi j'ai toujours été ultra généreuse, j'ai toujours voulu que ça fonctionne. Et quand il m'a dit, est-ce que tu peux embaucher mon fils, moi je lui ai pas fait d'entretien d'embauche. J'ai dit ouais, on y va. Fait, quoi. Ouais, c'est la plus belle rencontre à Dubaï. C'est une petite émotion là. L'avenir du coup de Clémenceau ? L'avenir de Clémenceau, on va continuer à surfer sur cette croissance de Dubaï. Ouais. Moi j'aime bien un peu le schéma de dire de toute façon t'atterris à l'aéroport. La prochaine étape, c'est d'avoir un visa si tu veux rester à Dubaï. J'ai voulu que ce soit une petite équipe. Tu vois, on a un bureau qui est OK, mais on n'a pas 400 mètres carrés, etc. J'étais un petit peu sur tous les fronts avec l'IMO, tout ce que tu peux imaginer quand on a création de société et IMO. Je pense que j'ai les 2 domaines à paperasse où vraiment il faut toute une équipe. Donc, on va agrandir un petit peu l'équipe sans devenir une usine parce que, comme je t'ai dit, le contact humain et le feeling, ça reste important pour nous. Ouais. Donc voilà, pour les prochaines années, c'est grandir et pourquoi pas vraiment appuyer sur les autres Émirats qui arrivent en force, qui arrivent vraiment en force. Du coup, on parle de Nouria aussi, parce qu'on a quand même besoin de savoir un petit peu. Allez, parle-moi de ta qualité. Ma plus grande qualité, je pense que c'est Dubaï qui l'a créée, c'est la résilience. Voilà, il y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Bon, maintenant, parle-moi de ton défaut. Mon plus grand défaut, c'est que je prends tout à cœur. D'accord. Et donc, des fois, c'est pas trop compatible avec l'entrepreneuriat. J'ai mis énormément de temps à me détacher de certaines situations, certaines choses. J'ai accepté que j'allais
et tout vivre peut-être, les émotions un peu plus extrêmes. Donc ça, c'est quand même un défaut dans une ville comme Dubaï et dans l'entrepreneuriat d'être émotive. Je suis très émotive. Ok. Et pour finir, donne-moi 3 mots qui pourraient te décrire. Drôle, je pense. Empathique et persévérante. Écoute, j'espère qu'en parlant de persévérance, ça va continuer. Je souhaite évidemment encore beaucoup de choses à Clémence au groupe. Je te remercie Nouria d'être venue là aujourd'hui. Broker in Dubai, tu le sais, ça va continuer. Voilà, on commence petit à petit à faire notre chemin. Je te dis à très vite, j'espère, pour un nouveau podcast tous ensemble. Restez connectés, Broker in Dubai, ça continue. Merci à vous, merci Nouria. Merci.